Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule qui explique l'effet d'une perturbation de température lors d'un processus d'équilibre chimique. Donc, un petit rappel, d'abord, on comprend qu'en quatrième secondaire et dans le chapitre 4 en secondaire 5, nous avons vu qu'une réaction endothermique, c'est une réaction où l'énergie est du côté des réactifs. La version secondaire 5, c'est qu'on a vu qu'on pouvait enlever cette énergie-là et le représenter sous la forme de l'enthalpie. Donc, on enlève l'énergie de l'équation et on le place totalement à droite avec un symbole positif si c'est endothermique. Et si c'est une réaction qui est exothermique, dans ce cas-ci, on pourrait le voir comme étant la réaction inverse. Donc, si C et D deviennent nos réactifs, on libère 90 kJ d'énergie. Donc, on aurait une réaction qui est exothermique. À ce moment-là, on aurait une enthalpie qui est négative, donc un delta H négatif. Donc, vu qu'on est dans un processus d'équilibre chimique, on comprend qu'à la lecture de notre équation chimique, la même équation peut être perçue comme étant, dans ce cas-ci, une réaction qui est endothermique si on la lit de gauche à droite. Donc, les réactifs A et B deviennent les produits C et D. Mais si on est en processus de réversibilité, donc on peut le voir comme étant C et D, nos réactifs, qui vont créer AB, nos nouveaux produits, et qui vont libérer 90 kJ d'énergie. Donc, dans ce cas-ci, la réaction inverse serait une réaction exothermique. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bien, il faut comprendre que dans un état d'équilibre normal, si, comme le dit le Châtelier, on vient perturber cet équilibre-là en, par exemple, augmentant la température du milieu, évidemment, le Châtelier nous précise qu'on va vouloir combattre cette augmentation de température en favorisant une diminution de température. Donc, si on veut diminuer la température, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va absorber de l'énergie pour ainsi diminuer la température. Et donc, en diminuant notre énergie, on va avoir besoin de faire une réaction qui est endothermique pour ainsi absorber cette énergie-là et créer des produits où on a moins d'énergie. Au contraire, si j'ai une diminution de température, je vais vouloir retourner à l'équilibre en favorisant une augmentation de température. Et donc, si je veux augmenter la température, eh bien, ma solution va être de faire une réaction où on libère de l'énergie, où on libère des kilojoules d'énergie. Donc, je vais favoriser une réaction qui est inverse pour créer davantage d'énergie que d'en absorber. Ici, tu constates qu'il y a une réaction où on a deux gaz et à la réaction qui est directe propose une réaction qui est endothermique puisque l'énergie est du côté de gauche. Donc, la réaction directe, donc réactive qui donne des produits, serait endothermique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on diminue la température du milieu réactionnel? Donc, comme on vient de le mentionner, si la température diminue, moi, je vais vouloir compenser en allant augmenter la température. Comment je fais pour augmenter la température? Bien, je vais libérer de l'énergie dans le milieu. Et comment je vais faire pour libérer de l'énergie dans le milieu? Eh bien, je vais créer une réaction qui est exothermique en libérant 58 kJ dans mon environnement. Donc, je vais favoriser une réaction qui est inverse. En favorisant une réaction qui est inverse, je vais donc, vu que ce sont des gaz, diminuer ma concentration du NO2 et donc je vais augmenter la concentration du N2O4. Donc ça va être mon effet de ma réaction inverse. Pour m'assurer de ta compréhension, si je prends la même réaction chimique, mais que cette fois-ci, je veux augmenter la température, tu comprends que pour combattre l'augmentation de la température, moi, je vais vouloir créer une diminution de température. Donc, comment je fais pour diminuer la température? Bien, je vais absorber de l'énergie présente dans ma réaction et cette énergie-là, bien, je vais la transformer en nouveaux produits. Donc, je vais faire la réaction qui est directe. La réaction qui est directe est endo,
puisque j'absorbe cette énergie-là et je vais la transformer en produit, donc en dioxyde d'azote. Et grâce à ça, je vais comprendre que ma concentration de N2O4 diminue et ma concentration de dioxyde d'azote va augmenter, elle, parce que je favorise une réaction qui est directe, qui est endo. Attention aux petits pièges. Encore une fois, il est important d'aller valider que nos réactifs et nos produits soient bel et bien gazeux pour avoir le droit de parler de concentration. Si, au contraire, je te pose la question quel est l'impact sur un solide ou sur un liquide, à ce moment-là, tu vas malheureusement devoir parler que de quantité, c'est-à-dire du nombre de N, du nombre de particules ou du nombre de moles, si tu préfères, et non de la concentration, parce que, encore une fois, le concept de concentration n'existe ni chez les solides, ni chez les liquides. Donc, tu peux me parler de l'évolution de la concentration chez les gaz ou chez les substances aqueuses, mais toujours de la quantité chez les liquides et chez les solides. Si on observe par la méthode du tableau DRE le concept de diminution de température, donc tu vois ici que je diminue ma température. L'impact, c'est quoi? C'est que je vais vouloir compenser en retournant à l'équilibre en augmentant la température. Et donc, si je veux augmenter la température, je n'ai pas le choix d'augmenter, non seulement de libérer de l'énergie, mais d'augmenter par le fait même, parce que les deux sont du même côté. Donc, je vais augmenter la concentration du N2O4. Donc, je vais favoriser une réaction qui est inverse, ce qui va créer une diminution de la quantité du NO2 gazeux. Donc, la version finale, le retour à l'équilibre, c'est ici, j'ai subi une importante diminution. Ici, j'ai subi une augmentation. Et au final, je résulte quand même un retour d'équilibre qui n'est pas le même état que mon équilibre de départ. Et comme j'avais volontairement créé une diminution de température, oui, elle a légèrement augmenté, mais je reste quand même dans un état où j'ai vécu une diminution. Donc, mon nouvel équilibre a créé quand même une diminution de la quantité d'énergie totale. Si, au contraire, j'augmente ma température dans mon milieu, eh bien, pour compenser, pour retourner à l'équilibre, vu que j'ai augmenté la température, je vais vouloir la diminuer. Comment je fais pour diminuer la quantité d'énergie? Je vais l'absorber. Donc, si j'absorbe de l'énergie, en même temps, ma concentration de mon deuxième réactif va diminuer. Je vais donc favoriser une réaction qui est directe et l'impact, c'est que la quantité de NO2 va augmenter. Parce qu'il ne se passait absolument rien au départ, je constate vraiment à la fin une augmentation de ma concentration de NO2. Ici, au départ, j'avais subi aucune perturbation, mais j'ai subi le contre-choc d'une diminution de la température. Donc, je vais avoir un équilibre quand même, une concentration qui est plus petite qu'à l'origine, désolé. Et à la fin, vu que j'avais volontairement augmenté la température, même si pour atteindre un équilibre, je l'ai diminué, ma résultante, c'est quand même que j'ai légèrement une température plus élevée, malgré le retour à l'équilibre. Donc, un petit exercice ici où on te fournit une équation. Tu as la version liquide à droite et gazeuse à gauche. Donc, ta réponse risque d'être différente. On te pose la question si la température augmente, quelle réaction, donc directe ou indirecte, et quel type de réaction thermochimique, donc ça veut dire endo ou exo, est favorisé. Donc, je te rappelle que si on augmente la température, toi, pour compenser, tu vas vouloir diminuer la température. Donc, en diminuant la température, tu vas vouloir absorber de l'énergie. Donc, pour absorber de l'énergie, tu vas favoriser la réaction directe, une réaction qui est endothermique. Et donc, ça va faire en sorte que la température va diminuer. En diminuant, tu peux donc conclure que la quantité de H2O va diminuer. Donc, la quantité, c'est le nombre de moles. Et par contre, tu peux conclure qu'il va y avoir une augmentation de la concentration du H2O parce que celle-ci est gazeuse. Si on fait un dernier exercice ensemble, donc ici le niveau de difficulté est légèrement différent parce qu'on constate que l'enthalpie est séparée, donc c'est la version secondaire 5. On devrait comprendre d'entrée de jeu que comme l'enthalpie est négative, ça veut dire que c'est une réaction qui est
exothermique si on est en mode réaction directe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourrais la réécrire ainsi. Donc, tu as 2 fois du dioxyde d'azote et ça donne ici du tétraoxyde de diazote plus 96,2 kJ. Donc, je te rappelle que dans l'équation, on met un plus, mais que le signe négatif ici veut dire qu'on est dans une réaction directe exothermique. Une fois que tu te souviens de ça, eh bien, on t'explique qu'est-ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'on veut favoriser une réaction directe inverse ou une réaction endo ou exo? Si on est dans un milieu où on va créer un changement, une perturbation de diminution de température, donc pour vaincre cette diminution de température, nous, on va vouloir augmenter la température. Donc, comment faire pour augmenter la température? Eh bien, on va favoriser la libération d'énergie. Donc, en libérant de l'énergie, on va réussir à faire une réaction qui est directe, une réaction qui est exothermique, et on va ainsi diminuer la concentration de mon dioxyde d'azote. Et vu que c'est gazeux, on va augmenter la concentration de mon N2O4. Donc, voilà les explications pour le principe de Le Chatelier lorsque on modifie le paramètre température. Je te souhaite une excellente fin de journée.